and it's widely used by Taproot. So I will give you a demo of grunts, which is a step-by-step. If you want to clone the project on GitHub, you will see all of these branches, and each branch representing one step of the demo. So let's start. First, to run your web project, you need a web server to serve your web pages. But do you really need to install Apache, which is a big software, and you have to install it on all of your colleague computers? So you don't really need this. So we are doing. So this is the first run file we are working on. So we are loading a task which is load control connect. Connect is the name of the server. You just have to tell that it will keep alive. So once you run it doesn't shut down automatically. And it's listening on port 9000, and the host name is localhost. So if you go to the command line, you just have to tap grunt. اسمع لي مش غيري يعني. And you see that our web server is starting at localhost. That's 9000. So let's go. Okay, here is our application. So it's really simple for the sake of the demo. Ok, si je parle français, c'est bon. Ok, ça marche. Moi je parle français. Donc on voit là que on voit le serveur qui est en train de tourner sur le port d'appli. Donc si on revient ici, on a juste écrit une tâche qui s'appelle run, qui est la tâche par défaut. Donc quand je tape juste grunt, c'est comme si je tapais grunt run, et donc ça va lancer la tâche connect server qui est définie ici, connect server. Donc voilà, on a écrit 25 lignes de JavaScript et on a déjà un serveur qui. Et avec un serveur comme Apache, vous pouvez faire bien plus. Vous pouvez faire du login, vous pouvez ajouter des headers spécifiques. Donc c'est sûr qu'avec juste un petit morceau de configuration, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est pas tout à fait exact parce que si on change de branche, on peut mettre sur celle-ci. Là, si je retourne sur mon run file, on voit qu'ici j'ai rajouté un champ qui s'appelle middleware. C'est une fonction qui va intercepter toutes les requêtes HTTP qui vont passer dans ce serveur. Et donc on peut voir par exemple que ici je peux rajouter un header qui s'appelle hello DevOps. Toutes les requêtes qui vont passer vers ce serveur, on va pouvoir leur ajouter un header. Donc on va voir ce que ça donne. Je relance mon serveur grunt. Je vais ouvrir si je rafraîchis,
dire, je n'arrive pas à le sélectionner, c'est juste un petit problème d'écran. Là, on a vu comment lancer un serveur assez rapidement et à pouvoir faire du login ou ajouter des headers spécifiques. Donc, si on regarde un peu le login, comment ça fonctionne. Donc là, on voit que si je passe l'option showlog, ça va écrire le nom de la requête avec la requête URL. Et puis showlog, c'est une option que je peux passer quand je lance mon serveur. Donc si on le lance comme ça, là, si je rafraîchis une page ici, donc là, si on va dans la console, on voit ici qu'il y a toutes les requêtes qui sont loguées. Donc, comme vous pouvez le faire avec un serveur Apache, c'est vraiment, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec ce genre de serveur. L'avantage aussi, c'est que lorsque vous écrivez du SAS, donc c'est une version plus si vous voulez du CSS, qui a des features comme l'utilisation des variables. Par exemple, si vous avez plusieurs fois une couleur que vous déclarez dans vos fichiers CSS, bah, c'est bien de la mettre dans une variable, comme ça vous pouvez la réutiliser simplement. Vous avez aussi les mixins, donc typiquement c'est des petites fonctions comme vous voyez à droite. Et puis l'avantage c'est que typiquement pour faire des bords arrondis dans CSS, bah, sous Internet Explorer, sous Chrome et sur Firefox, c'est pas les mêmes attributs. Vous voyez le boss border radius, ça sera pour Mozilla, MS pour Microsoft, et puis border radius ça sera pour Chrome. Donc après on a juste à l'utiliser comme ça. Sur la classe simple class, on a juste à inclure border radius 5 pixels. Et puis l'avantage c'est que ça va donc écrire tout ce qu'on a écrit au-dessus pour nous. Ce qu'on peut faire également, c'est à chaque fois qu'on va sauvegarder un fichier, ça va donc compiler automatiquement ces fichiers CSS et nous faire ce qu'on appelle le live reload, c'est-à-dire que le navigateur va se rafraîchir automatiquement. On va regarder comment ça se passe. Allô? Ça va. On lance mon serveur grunt. On voit ce qui a changé. Donc là, on voit qu'on a rajouté Compass. Donc Compass, c'est ce qui va nous permettre de compiler les fichiers CSS. Donc, vous les voyez ici, les fichiers styles, ils sont là. Donc on voit qu'il y a la version SAS. Donc, typiquement, ce que je vous disais dans le slide, on peut maintenant introduire des variables. Donc quand vous voyez hello border color, c'est 6 fois 0. Et puis du coup, après dans le CSS, je peux très bien utiliser la variable ici. Et ça, une fois que c'est compilé, si on regarde dans la version compilée, ben voilà, on voit que hello va bien border color solide avec le 6 fois 0. Donc le run file permet de compiler automatiquement ces fichiers SAS en fichiers CSS. Donc là, si on regarde, pareil pour les fichiers HTML, donc là, typiquement, ici c'est marqué Hello DevOps. Si je rajoute plein de mots sur le title, et puis Hello DevOps ici, j'ai juste à sauvegarder, je fais absolument rien. Et si je reviens, donc ici j'enlève tous ces hello. Chrome, voilà, ça s'est rafraîchi automatiquement. Donc si on regarde un peu ce qui se passe dans le terminal, on va mettre à côté. Donc voilà,
regarder, à tabulation, refresh, là vous n'avez pas à vous en soucier, ça le fait automatiquement. L'avantage aussi de Grunt, c'est qu'on peut lancer des tests unitaires directement avec Grunt, donc sans outils externes. On utilise quand même Jasmine et Karma, mais si vous voulez, ils sont bundlés dans le Grunt, donc on ne voit même pas qu'on les utilise. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si je lance Grunt test, on voit qu'il lance un serveur, et puis là on va voir des tests unitaires se dérouler. Voilà, donc là il a exécuté 9 tests unitaires, on les voit tous en succès. Alors je vais vous montrer comment se passent les tests unitaires. Alors, voilà, typiquement ça c'est les tests unitaires que j'exécute. Donc on donne un nom au nom du test unitaire, donc là c'est add function add. Et puis après donc, on donne un petit nom et on fait des expectations. Par exemple, lorsque j'ajoute 100 et 5, ça doit être égal à 105. Pareil si je passe des chaînes de caractères, ça doit quand même faire 105. Pareil si je rajoute des zéros devant. Par contre si je mets des nombres, je ne m'attends pas à ce que ça me donne un résultat et je m'attends à ce que ça mette un nombre. Donc, si on regarde la fonction ajouter, voilà, c'est juste, je fais juste un parsing des deux entiers et puis je renvoie la somme. Et puis si on s'amuse à remplacer l'addition par la soustraction et à relancer les tests, on va voir que là, ça passe plus. C'est vraiment un outil pratique. Et au niveau du Grunt file, il n'y a pas grand chose qui a changé. Voilà, c'est juste ici. On dit Karma, c'est l'outil qui va lancer les tests. On nous donne juste un config file, donc c'est test Karma. Et dans ce fichier de configuration, il n'y a presque rien, on lui dit juste le nom des fichiers qu'on veut tester. Donc voilà, typiquement je vais tester mathématiques, échelle, division et puis les tests. Alors les tests unitaires c'est bien, mais comme on fait du développement dans des navigateurs, ce qu'on aimerait bien voir aussi c'est vraiment la vision du navigateur qui bouge, simulée comme si un utilisateur faisait une addition ou une division. Donc là c'est un outil qui s'appelle Nightwatch qui fait ça et qui nous permet d'écrire des là, si je regarde un petit peu le test, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un browser avec URL localhost 9001. Je vais attendre que l'élément body, donc qui est l'élément central de la page web, soit actif. Je vais l'attendre pendant 1 seconde. C'est largement suffisant. Ensuite, je vais regarder l'input qui s'appelle sum_a pendant 10 secondes. Je vais lui donner la valeur 10. Pareil pour le champ B, je vais lui donner 10. Puis je vais cliquer sur la somme. Et je vais vérifier que dans le champ résultat, il y a 20. Et je vais faire pareil pour la division. Si on regarde ici, je vais diviser 100 par 5 et je vais vérifier que ça fait. Donc si je reviens sur le site, donc voilà, donc typiquement là, si je fais 10 plus 10, donc dans le champ résultat, on va avoir 20. C'est ce que va essayer de faire le test end-to-end. Donc si je lance la tâche, là, ça devrait démarrer automatiquement. C'est un petit peu long, mais ça va démarrer un Chrome. On va le voir démarrer. Voilà, le Chrome qui se lance. Et
si on regarde derrière, voilà, 10, 10, 20, c'est passé. Maintenant, ça va tester la division. 100 par 5, ça fait. Je vais juste ajouter une petite pause pour que vous voyez mieux. Une pause de 5 secondes. Donc voilà, 10, 10, on a bien 20 dans le champ résultat. Et puis si on teste la division, 105, ça donne bien. Donc là, avec ce test unitaire, avec ce test end-to-end, pardon, on teste vraiment comme si un utilisateur allait vraiment utiliser notre application. Parce qu'au final, si je change typiquement dans l'index, si je change le nom dans la somme, là, si je l'appelle somme AAA, quand je vais lancer mes tests unitaires, ça va passer puisque les tests de somme, la fonction JavaScript de la somme fonctionne bien. Donc si je n'arrête pas, je ne vais pas de bug. Pour moi, là, tout va bien. Par contre, quand je vais lancer mon test end-to-end, là, il va chercher le champ qui s'appelle somme A. Et normalement, il ne devrait pas le trouver, on va voir. Voilà, la nouvelle stockage c'est beaucoup somme A. En faisant des tests end-to-end, c'est vraiment important pour s'assurer de la cohérence de l'application. Une fois que notre application a été développée, testée, les tests unitaires, les tests end-to-end, ce qu'on aimerait bien faire, c'est vraiment builder, c'est-à-dire préparer un dossier qu'on va mettre en production sur un serveur FTP ou envoyer, taguer dans un repo, etc. Donc ce qu'on doit faire en développement, bien sûr, quand on est sur notre machine, on ne va pas concaténer tous les JavaScript parce que pour débugger, ça va être l'enfer. Donc on fait juste ça, juste avant la release. Ce qu'on fait, c'est pour les fichiers JavaScript, on les concatène et on les unifie, c'est-à-dire le nom des paramètres, au lieu que ce soit somme A, ça va devenir juste A, ça va être illisible, mais le navigateur va quand même le comprendre. Ce qui fait qu'on a, au lieu d'avoir un fichier JavaScript de peut-être 500 kilooctets, il va faire plus que 25 kilooctets, et du coup ça va charger beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est pour les fichiers JavaScript. Pour les fichiers CSS, pareil, on les met tous dans un seul fichier JavaScript.